Et bienvenue dans le 8h30 politique sur France Info, radio et télé. Avec nous, comme tous les samedis, Yannick Halimi, bonjour. Bonjour. Rédactrice en chef adjointe du service politique du Parisien, aujourd'hui en France. Et notre invité de ce matin, c'est vous, Guillaume Garot, bonjour. Bonjour. Député de la Mayenne, ancien ministre délégué à l'agroalimentaire. Yannick, c'est à vous pour la première question. Oui, Emmanuel Garot. Je commence bien, pardon. Guillaume Garot. Moi, c'est Guillaume. Oui, pardonnez-moi. Guillaume Garot, bonjour. Je rappelle, juste pour vous resituer, que vous avez été à l'initiative d'une loi contre le gaspillage alimentaire dans la grande distribution, et également que vous avez été un des 3 députés socialistes à voter la confiance à Édouard Philippe, juste pour que nos auditeurs et nos téléspectateurs vous situent bien. Alors là, on est en pleine actualité rurale, agricole, agroalimentaire. Le gouvernement ne ménage pas ses efforts pour essayer de faire des réformes, de mettre en œuvre des réformes de fond touchant le monde agricole. Il semble que vous ne soyez pas satisfait, que vous avez montré des signes de mécontentement, mais qu'est-ce que vous reprochez à ce que tente de mettre en œuvre le gouvernement, que vous n'auriez pu faire, vous, lorsque vous étiez au gouvernement ou vos collègues socialistes, il y a encore à peine moins d'1 an? Aujourd'hui, il y a beaucoup de doutes, à la fois chez les agriculteurs, mais aussi chez les consommateurs. Chez les agriculteurs, parce qu'ils ne parviennent pas à vivre de leur travail, c'est la question du revenu. Ça, c'est pas de la faute à Emmanuel Macron. Non, mais regardez aujourd'hui les actes qui sont posés et les questions qui, du coup, s'en suivent. Aujourd'hui, sur le projet de traité avec le Mercosur, c'est une épée de Damoclès, finalement. Donc, traité, on précise, oui. Traité de libre-échange avec l'Amérique latine. Tout à fait, tout à fait. Et donc, avec la porte ouverte à des importations massives de viande bovine en Europe et donc en France, il est évident que les éleveurs bovins s'inquiètent, à juste titre. On a aussi des perspectives sur le budget de la politique agricole commune, dont la Commission nous dit qu'il pourrait être réduit de 30%. C'est un des scénarios. On a aussi, à l'échelle de notre pays, pour les zones défavorisées, une nouvelle carte qui pénalise de très nombreux territoires. Alors, il y a eu les États généraux de l'alimentation, qui étaient Emmanuel une Macron bonne démarche. J'y ai participé de façon très active. Et Emmanuel Macron avait dessiné un cap au moment de ces États généraux vers une transition agricole pour répondre à la fois aux inquiétudes, aux attentes des agriculteurs, mais aussi des consommateurs, parce que force est de constater aujourd'hui... Je me permets de vous interrompre parce que justement vous avez posé une question à ce sujet mercredi à l'Assemblée. On va d'abord vous écouter et puis vous nous direz après, vous préciserez votre pensée. Ah, bah visiblement. Ah, il n'y a pas de son. Visiblement, j'ai mal fait de vous interrompre. Donc... Mais je connais la question que j'ai posée. Oui. Voilà. Allez, on vous écoute d'abord. Oui, donc il y avait le discours, les engagements d'Emmanuel Macron, et puis il y a eu les États généraux. Puis aujourd'hui, il y a un projet de loi qui est présenté par le gouvernement, mais qui ne répond pas aux attentes, aux espoirs qui étaient ceux de tous ceux qui avaient participé à ces États généraux. Concrètement, je vous interromps, dans le projet de loi, il y a des mesures extrêmement concrètes, tendant, pour faire vite bien sûr, à assurer un revenu minimal, vital, en tout cas décent aux agriculteurs, notamment vis-à-vis de la grande distribution et des industriels. Est-ce que ça, ce n'est pas un élément de fond que vous n'avez jamais pu mettre en œuvre? Quand je dis vous, c'est bien sûr les socialistes, en tout cas. Je vous interromps là-dessus. Oui. Je vous interromps parce que... Donc c'est quelque chose avec lequel vous êtes d'accord? Oui, mais toute cette partie-là me convient, même si... Il ne faut pas raconter d'histoire. On sait bien que sur la question du revenu, nous sommes dans un marché à la fois mondial et européen. Donc, tant que nous n'aurons pas de régulation, en particulier sur le lait, par exemple, au plan européen, il sera difficile de rééquilibrer de façon durable le rapport des forces en France dans les négociations commerciales qui sont très tendues aujourd'hui. Je vous rappelle ce que les agriculteurs et les fournisseurs avec quoi êtes-vous en désaccord? Et puis, il y a toute cette partie sur... l'alimentation saine, durable, à des prix accessibles. C'était la vision, c'était l'engagement, ça, des États généraux de l'alimentation. Et malheureusement, on ne retrouve pas grand-chose dans le projet de loi qui nous est aujourd'hui proposé. Quand même, il y a la lutte contre les promotions des grandes surfaces qui, bien sûr, ont des répercussions sur économique. Ça, c'est sur la partie économique. Mais sur l'éducation alimentaire, sur la formation des professionnels, sur la qualité nutritionnelle des produits, on ne retrouve pas trace de ce qui était proposé, attendu, porté durant les États généraux et qu'on aurait aimé retrouver dans ce projet de loi. Mais le projet de loi, il passe devant les parlementaires. Donc, les parlementaires, j'en suis un, il passe devant l'Assemblée à partir du mois d'avril. Nous ferons des propositions pour améliorer, évidemment, ce projet de loi.
Très bien. Notamment cet aspect-là, mais il y a aussi, revenons sur la partie économique, Oui. le revenu des agriculteurs. Aujourd'hui, il y a un rapport des forces très déséquilibré entre les producteurs. Enfin, quand vous dites aujourd'hui, ça fait des décennies. Oui, bien sûr. Précisons les choses tout de même. Mais plus encore depuis 2008 avec la loi LME qui avait été votée. Aujourd'hui, on a 4 centrales d'achat qui font face à 13 000 entreprises de l'alimentation et 500 000 producteurs. Donc on voit bien que le rapport des forces, aujourd'hui, il est complètement déséquilibré. Comment faire pour rééquilibrer les choses ? Le projet de loi tente justement de reconstruire la mécanique des prix en partant des besoins des agriculteurs. Que nous avions fait. Très bien. Mais le Donc rapport là, de vous force, êtes favorable à cela ? Oui, mais je l'ai dit, je suis favorable, mais je ne me fais pas non plus d'illusions si nous n'avons pas, au plan européen, des mécanismes de régulation des marchés, de régulation de la production. La réforme de la PAC, M. Garot, c'est en 2020. C'est devant nous. C'est devant nous, c'est devant nous. Mais il faut articuler à la fois le projet de loi et les perspectives européennes. Lorsque je vois, et j'y reviens, sur les perspectives européennes, la possibilité de diminuer le budget, c'est un des scénarios que la Commission européenne a mis en avant. Bien sûr qu'il y a de l'inquiétude de la part des agriculteurs aujourd'hui, et moi je partage cette inquiétude. Donc il faut à la fois des outils législatifs, il faudra sensiblement améliorer le projet de loi qui est devant nous, et puis il faudra évidemment une grande ambition pour la prochaine politique agricole commune. Très bien. Emmanuel Macron a reçu jeudi la jeune génération d'agriculteurs. On va écouter ce qu'a dit le chef de l'État. Il a voulu en tout cas se montrer rassurant, et vous réagirez ensuite. Je vais être très clair avec vous. Je ne construis pas l'ambiance de samedi prochain. Je m'en moque totalement. Je construis le visage de la France agricole des prochaines années. Il n'y a que ça qui m'importe. Oui, il y a beaucoup d'habitudes à changer. Mais nous allons le faire ensemble parce que nous partageons cette responsabilité. Et je sais combien vous êtes toutes et tous attachés à cela. Le gouvernement va le faire ? Vous y croyez, Guillaume Garot ? Il y a des mesures qui ont été annoncées par le président de la République. Il faudra évidemment que ça se traduise concrètement. Bon, ça c'est la responsabilité du gouvernement. Mais je voudrais revenir sur la confiance à la fois des producteurs, mais aussi des consommateurs dans l'alimentation, parce que fondamentalement, c'est ça qui nous pose problème aujourd'hui. Alors en effet, c'est pas nouveau. Pardon, vous allez dire que je vous interromps souvent, mais oui. La confiance, on va y revenir parce qu'elle a été sérieusement écornée avec l'affaire Lactalis récemment. On y revient après l'info à 8h40 avec vous, Léo Chapuis. Et l'actualité, c'est d'abord les tractations qui continuent dans les coulisses de l'ONU. Le vote pour un cessez-le-feu en Syrie a de nouveau été repoussé. Il a été reporté à ce soir. La communauté internationale tente de convaincre la Russie, alliée de Bachar el-Assad, d'interrompre les bombardements sur la Ghouta, ce territoire rebelle où près de 500 civils ont été tués ces derniers jours. Le salon de l'agriculture ouvre donc ses portes ce matin à Paris. Emmanuel Macron est arrivé sur place. Il va passer la journée sur place. Le chef de l'État attendu au tournant. La colère gronde toujours chez les agriculteurs. En rugby, le 15 de France redresse la barre. Les Bleus ont décroché hier soir leur première victoire depuis quasiment un an. Un succès hier soir à Marseille contre l'Italie, l'équipe la plus faible du tournoi des 6 nations. Et puis aux Jeux Olympiques, c'est l'avant-dernier jour de compétition. Pas de nouvelles médailles la nuit dernière pour les Français. Grosse déception pour les skieurs, seulement 4e de l'épreuve par équipe malgré leur statut de favori. France Info. Donc on le disait, Guillaume Garot, député de la Mayenne, où se trouve le siège de Lactalis à Laval. Groupe dont l'image a été très sérieusement écornée par le scandale Lactalis. On le rappelle, la salmonelle trouvée dans du lait pour bébé, du lait infantile, et tout ce qui s'en est suivi, c'est-à-dire les problèmes de communication, les doutes sur les contrôles. Vous, en tant que député, est-ce que vous aviez déjà noté cette opacité autour de cette entreprise ? C'est une entreprise qui a la culture de la discrétion. C'est le moins que l'on puisse dire. Bon, mais au-delà de ce qui s'est passé, il faut aujourd'hui tirer les leçons de cette crise. D'abord, sur les contrôles, en effet. Parce que l'entreprise nous dit, mais nous avons fait ce qu'on nous demandait de faire. Et nous avons transmis nos autocontrôles lorsqu'ils portaient sur les produits. La difficulté, c'est qu'on demande aujourd'hui aux entreprises de transmettre leurs autocontrôles positifs lorsqu'il y a, par exemple, de la salmonelle, uniquement sur les produits, mais pas sur l'environnement industriel. Or, cette salmonelle, elle était sur un carrelage, donc dans l'environnement des produits eux-mêmes. Et donc, ce qu'il faudra demander demain, c'est une évolution
d'évolution de la réglementation de telle sorte que l'ensemble des contrôles, lorsqu'ils sont positifs, soient transmis à l'État. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a aussi une question d'information, de transparence. En effet, je crois qu'il faut aujourd'hui demander à toutes les entreprises alimentaires de France la plus grande transparence sur leurs process et leurs produits, bien évidemment. Et là-dessus, il faudra réviser l'ensemble des protocoles qui s'imposent aux entreprises. Et puis, troisième chose, je crois qu'il y a aussi la question des contrôles par l'État et des moyens qu'on donne à l'État pour bien faire son travail. Là, je crois qu'il n'y a pas eu de difficulté sur les contrôles eux-mêmes, mais on sent bien qu'on est à la corde et qu'il faut aujourd'hui sans doute donner davantage de moyens humains au service de l'État pour que, les corps vétérinaires, bien sûr, de moyens humains, de telle sorte qu'on soit parfaitement rassuré sur la qualité des produits et, bien sûr, la qualité des contrôles. L'association des familles de victimes des enfants malades de ce lait contaminé sera au Salon de l'Agriculture. Est-ce que vous, en tant que député local, vous allez les rencontrer ? Mais moi, ma porte est toujours ouverte et je serai largement présent la semaine prochaine et dès aujourd'hui au Salon de l'Agriculture pour rencontrer une grande diversité d'acteurs du monde agricole et du monde de l'alimentation. Mais vous, en tant que député de Mayenne, jusqu'à présent, vous n'avez pas entendu parler des problèmes qu'il pouvait avoir dans cette entreprise. Et surtout, est-ce que vous aviez des contacts avec Emmanuel Beignet ? Est-ce que le président, bien sûr, de Lactalis, est-ce que vous le connaissez ? Quels sont vos véritables pouvoirs, vous, en tant que député, vis-à-vis d'une entreprise qui était centrale dans votre circonscription ? On a l'impression qu'il n'y avait pas grand-chose que vous puissiez faire. D'abord, Emmanuel Beignet tient farouchement à son indépendance de chef d'entreprise. Il y a une responsabilité quand même. Bien évidemment. Et j'ai été maire de Laval et il m'est arrivé, bien sûr, de rencontrer le président de Lactalis pour des sujets d'intérêt local. Je l'ai aussi rencontré lorsque j'étais ministre de l'agroalimentaire sur certaines questions. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est que l'entreprise Lactalis assume ses responsabilités, pas simplement à l'échelle d'un département comme la Mayenne, mais à l'échelle de notre pays. Et vous avez l'impression qu'il en a tiré les leçons, Emmanuel Beignet, qu'il met les choses en place pour que ça ne se renouvelle pas ? Il y aura un nouveau dialogue qui pourra s'engager avec les pouvoirs publics. Et puis, de toute façon, c'est aux pouvoirs publics de prendre leurs responsabilités. Je vous l'ai dit, sur les contrôles, sur la qualité de ces contrôles et les moyens humains afférents. Et puis, sur l'information, bien sûr. Mais nous aurons à faire des propositions. Moi, je suis président du Conseil national de l'alimentation. On nous a confié une mission pour tirer leçon de ce qui s'est passé à partir de la crise Lactalis. Eh bien, je vous l'ai dit, sur les contrôles, sur l'information, sur la transparence, nous aurons à faire un retour d'expérience de telle sorte que on sorte de tout cela renforcé, parce que qu'est-ce qui est en cause finalement ? C'est aussi la capacité de la France à tenir son rang, et en particulier sur les marchés extérieurs, bien sûr vis-à-vis des consommateurs, où qu'ils soient dans le monde, en France et partout ailleurs, mais aussi c'est l'image de la France sur l'excellence alimentaire. J'y tiens beaucoup, je me bats depuis des années pour ça. Et donc, nous devons être au rendez-vous de ces attentes. Est-ce que vous allez proposer des mesures plus comminatoires vis-à-vis des industriels, notamment lorsque, comme le groupe Lactalis, il n'est pas coté et qu'il n'est pas astreint aux mêmes règles et obligations d'information qu'une société cotée ? Est-ce que vous avez prévu des mesures ? Mais bien sûr, la loi a été votée dans ce sens-là. Je vous rappelle, c'est une loi de 2016. Non, mais donc, dans votre rapport, est-ce que vous avez des mesures supplémentaires ? Le rapport, il se construit pas à pas. Donc, je ne peux pas vous donner aujourd'hui les conclusions d'un rapport qui commence juste à être engagé. Mais vous tiendrez compte de ce qui vient de se passer. Mais bien évidemment. Mais c'est d'ailleurs tout le sens du travail que nous faisons. Lactalis ne vous fait pas, entre guillemets, bien sûr, du chantage à l'emploi, parce qu'on sait que lorsque on est proche des grands groupes de sa circonscription, mais il n'est pas question de ça. Chacun doit être dans son rôle. Moi, je suis évidemment très attentif à la question de l'emploi, à la question du développement économique dans un département comme le mien, mais aussi dans notre pays, bien sûr. Mais chacun doit être dans son rôle. Et nous, parlementaires, et moi, député de la Mayenne, j'ai en charge, bien sûr, l'intérêt général. C'est ce à quoi je m'emploie. Tout autre sujet, Guillaume Garot, le rapport Spinetta. Le gouvernement prépare une grande réforme de la SNCF. Le calendrier va être dévoilé lundi. Ce rapport qui veut s'en prendre notamment à ce qu'on appelle les petites lignes. Vous qui venez d'un département rural
je ne sais pas si vous êtes concerné par ces petites lignes, enfin ce qu'on appelle petites lignes sans mépris. Il y en a dans votre département ? Oui, il y a des petites lignes, mais elles ne sont pas concernées par le rapport Spinetta. Mais au-delà du département de la Mayenne, je suis heureux qu'on parle beaucoup de la Mayenne ce matin, merci à vous. Qu'est-ce qui est en jeu ? C'est la modernisation de la SNCF. Mais c'est une crainte quand même de la part des usagers. On va écouter des usagers et vous y viendrez après. Ah d'accord. On les écoute. C'est illogique parce que vous avez pas mal de gens de grandes villes qui travaillent à Vire, qui travaillent à Villedieu, qui travaillent à Flers. Ils prennent le train tous les jours, ces gens-là. On fait comment ? Mettre plus de cars, plus de voitures sur les routes ? S'il n'y a plus ce train, je vendrai la maison et j'irai ailleurs où c'est desservi par une ligne SNCF. C'est-à-dire que je priverai la région des ressources que j'y apporte. On en est là, c'est ce qui s'annonce, c'est-à-dire des territoires désertés parce que plus de desserte ferroviaire ? Mais on ne peut pas engager la modernisation de la SNCF, qui d'ailleurs est engagée depuis des années, parce que les cheminots, ils ont fait beaucoup d'efforts. Et aujourd'hui, s'agissant des grandes lignes, on a un service de qualité. Simplement, bien sûr qu'il ne faut pas oublier les petites lignes. De qualité, il y a beaucoup de retard, des accidents, des dysfonctionnements. C'est pour ça que je parle de modernisation, mais le réseau a été modernisé. Il y a de nouvelles lignes à grande vitesse, simplement. À grande vitesse, oui. Bien sûr, je parle des grandes distances. Mais sur les transports du quotidien, la modernisation, je le répète, ça ne peut pas être une diminution de la qualité de service. Tout au contraire. Et ça, c'est indispensable aujourd'hui. Mais si on va un petit peu plus loin, Emmanuel Macron, il fait deux paris auxquels moi, je ne crois pas. Il nous dit aujourd'hui, il faut d'abord aider les riches pour aider les pauvres. Oh là, on est loin de la réforme de la SNCF, j'y viens. Et puis, il dit ensuite, il faut soutenir les métropoles, les grandes métropoles, pour aider les territoires ruraux. Puis on voit bien que c'est pas comme ça. En même temps ? Et on voit bien que c'est pas comme ça que ça peut marcher aujourd'hui. Et on sent on ressent profondément ce sentiment dans nos départements ruraux, d'une forme d'abandon finalement territorial, en tout cas qui nourrirait ce sentiment d'abandon, parce que ce sont les petites lignes dont vous avez parlé, ce sont des classes qui ferment dans certaines communes. Ce sont des bureaux de poste dont les horaires sont réduits. C'est tout ça qui se joue aujourd'hui. Et donc, il est temps de et qui se jouait aussi hier, M. Garot, lorsque le Parti socialiste était à l'Élysée. Enfin, je vais vous dire, parlons de la rentrée scolaire. Les rentrées scolaires précédentes s'étaient fort bien passées dans notre pays. Ça, vous pouvez pas le nier. S'agissant des petites lignes, nous avons toujours soutenu avec les régions la modernisation, le développement de ce qu'on appelle les TER. Donc, c'est le cas aujourd'hui. Vous voyez, on ne peut pas dire que la politique qui est menée aujourd'hui est à l'identique de celle qui a été menée hier. Alors, on va revenir sur la politique d'aujourd'hui. Après, tout d'abord, un rappel de l'essentiel de l'info, 8h51, Léo Chapuis. Et avec dans l'actualité, d'abord le coup d'envoi du Salon de l'Agriculture ce matin à Paris. Premier visiteur, donc Emmanuel Macron, qui est arrivé sur place. Déplacement périlleux pour le chef de l'État, alors que le climat reste tendu dans le monde agricole. Face aux températures qui dégringolent, 37 départements ont activé le plan Grand Froid. Ce plan qui prévoit notamment des places supplémentaires pour les sans-abri dans les centres d'hébergement d'urgence. Au moins 4 SDF ont été retrouvés morts ces derniers jours au Pays Basque et en Île-de-France. Des bouchons ce samedi sur les routes qui mènent aux stations de ski. Toutes les zones scolaires sont en vacances ce week-end. C'est donc le grand chassé-croisé. En Rhône-Alpes, la journée est classée noire dans le sens des départs et c'est rouge dans le sens des retours. Et puis enfin, une victoire pour le 15 de France, les Bleus du rugby qui ont battu hier soir l'Italie au stade Vélodrome à Marseille. Match du tournoi des 6 nations. C'est donc la fin d'une très longue série noire. Prochain match des Bleus, ce sera contre l'Angleterre. France Info. La suite de 8h30 politique, toujours avec Guillaume Garot, député socialiste de la Mayenne, et toujours avec Yannick Halimi. Une dernière question, Guillaume Garot, sur la SNCF. Emmanuel Macron voudrait réformer le statut des cheminots, en tout cas pour les nouveaux, pour les entrants. Est-ce que vous êtes favorable très rapidement à cette évolution du statut ou pas ? Il faut tout mettre sur la table, mais est-ce que vous pensez que la question du statut est la cause de toutes les difficultés actuelles de la SNCF ? Mais vous, est-ce que vous le pensez ? Il faut traiter dans l'ordre les priorités. Il y a une société qui est aujourd'hui endettée. Le gouvernement pose la question du statut de la SNCF. Je pense que c'est d'abord de ça dont il faut discuter tous ensemble.
Donc vous êtes plutôt favorable ou pas? Moi, je n'ai pas compris. Sur la question du statut des cheminots, elle est sur la table, mais je pense que ça n'est pas la priorité aujourd'hui. D'accord. Alors, dans l'actualité encore plus chaude que la réforme de la SNCF, il y a bien sûr la loi asile-immigration. On sait qu'elle est très contestée. Elle se veut équilibrée entre l'accueil, l'intégration, mais bien faire la différence entre les demandeurs d'asile et les réfugiés et ceux qui ne le seraient pas. Sur quelle longueur d'onde êtes-vous? Est-ce que vous voteriez en l'état le projet de loi qu'on appelle le projet de loi Collomb, donc du nom du ministre de l'Intérieur, ce qui est tout un symbole? Assurément non. D'abord parce que moi je ne comprends pas l'utilité, l'urgence de cette loi. Ah bah tout de même, vous êtes bien le seul. Mais non, absolument pas. Alors regardez bien les choses. Il y a une loi qui a été votée en 2016. Bon, est-ce qu'on l'a évaluée aujourd'hui? C'était en mars 2016, ça fait à peine 2 ans. Bon. Deuxième chose, on est en pleine réforme du régime de l'asile au plan européen. Et cette réforme, elle n'est pas achevée. Bon. Et donc, on a à peine mis en œuvre une loi qui a été votée en 2016. On n'a pas terminé le travail au plan européen que déjà, il faut se précipiter. Mais parce qu'il y a une urgence, il y a un afflux de migrants tout de même, notamment depuis que l'Allemagne est beaucoup plus frileuse sur ce problème-là. C'était déjà le cas en 2016. Et précisément, la loi de 2016, elle avait vocation à répondre à ces situations. Donc vous ne la voterez pas parce que vous estimez qu'il n'y a pas d'urgence? Je ne peux pas la voter. Et pourquoi je ne peux pas la voter? Parce que finalement, elle considère uniquement la dimension sécuritaire, j'allais dire presque répressive, de l'immigration. Et qu'est-ce qu'elle fait vis-à-vis de ces réfugiés, vis-à-vis de ces migrants? D'abord, elle diminue de façon drastique les droits fondamentaux de ces personnes. C'est le droit de recours, c'est le droit à être protégé lorsqu'on arrive dans notre pays. Elle allonge les durées de rétention dans les centres de rétention. Pour permettre un meilleur suivi de leur demande d'asile, dit Gérard Collomb. Mais tous ceux qui connaissent un peu ces sujets nous disent que là n'est pas aujourd'hui la principale difficulté. Et on diminue le temps du recours, le délai du recours. Et le regroupement familial qui est favorisé. Si la France n'est pas fidèle à sa tradition historique, fidèle à son identité, on n'est plus la France. Et donc, aujourd'hui, moi, je vous assure que je ne peux pas être en accord. Je m'oppose même de toutes mes forces à ce projet de loi qui ne répond pas aujourd'hui à la difficulté qui est posée. Donc, parce que le ministre de l'Intérieur parle d'humanité. Nous devons... La réalité, c'est que dans le projet de loi, on n'est pas dans l'humanité. On n'est pas du tout dans l'équilibre supposé, en tout cas prétendu, entre la fermeté et l'humanité. Il y a tout de même toute la mission d'Aurélien Taché qui prévoit des mesures concernant l'apprentissage de la loi, concernant un meilleur accès des réfugiés, des demandeurs d'asile au marché du travail. Madame Halimi, est-ce que c'est dans le projet de loi? Non, ça le sera. Vous me dites en l'état. Je vous dis en l'état, je ne peux pas le voter. Mais s'il y a des dispositions, et nous ferons nous-mêmes, députés du groupe Nouvelle Gauche, députés socialistes, des propositions qui permettent d'améliorer les choses pour juste le respect des droits humains. Et bien sûr qu'il faudra le faire. Mais on verra à ce moment-là quel est l'équilibre définitif de ce projet. Non, mais on a compris. Vous ne le voterez pas, vous ferez vos propositions, mais vous ne le voterez pas. Sûr. Alors, on va passer à un autre sujet qui est le Parti socialiste. Vous avez été longtemps un proche de Ségolène Royal. Il y a bien sûr la nomination... Pardon, vous l'êtes toujours? Vous l'êtes toujours, très bien. Se profile dans quelques semaines l'élection d'un nouveau leader. Pouvez-vous nous dire, alors il y a notamment Olivier Faure, Emmanuel Morel, Stéphane Le Foll et Luc Carvounas. Pouvez-vous nous dire qui vous allez soutenir? Jusqu'à présent, vous avez relativement cultivé la discrétion, on va dire, sinon le secret là-dessus. Oui, il n'y a pas de secret. Moi, je soutiens Olivier Faure. Olivier Faure. Donc, qui est le président du groupe des socialistes, des députés socialistes, donc du groupe Nouvelle Gauche à l'Assemblée nationale, précisément parce que je l'ai vu à l'œuvre comme président de notre groupe. Et il est capable de rassembler, de fédérer des hommes, des femmes autour de lui. Comment vous définiriez sa ligne? Parce que ce n'est pas toujours très clair. Eh bien, c'est une ligne de
renouvellement, de refondation profonde du Parti socialiste, à la fois sur ses idées, pas sur ses valeurs, mais sur ses propositions et aussi sur sa façon de faire de la politique, en partant des préoccupations des gens, des Français aujourd'hui. Vous savez, regardez les propositions que nous avons faites depuis maintenant 8 mois. Contre la désertification médicale, sur l'alimentation, tous ces sujets aujourd'hui qui font le quotidien des Français et pour lesquels les socialistes ont des idées neuves à apporter. Merci Guillaume Garot, député socialiste de la Mayenne, et merci à vous Jannick Halimi, rédactrice en chef adjointe du service politique du Parisien.